Euh, voilà, merci. Euh, voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on va commencer la discussion d'aujourd'hui. Donc, c'était encore une fois un plaisir la dernière semaine, la discussion que nous avons eue sur euh, StackNet, sur Cairo, sur l'installation des outils de Cairo. J'espère que cet appel a permis à certains de pouvoir installer tous les outils sur leur ordinateur. Je ne sais pas, pour ceux qui sont déjà là, Pablo Maurice, je pense que l'installation n'est plus un souci pour vous. Bonsoir à tous. En tout cas, de mon côté, c'est plus un problème en fait. C'est plus vraiment un problème. Ah, c'est une bonne nouvelle. Pablo, Ah oui, ça va en tout cas, c'est bon. tu as pu installer? Ah oui, tout passe bien. Ok, merci. Comme ça, aujourd'hui, on va passer au déploiement des smart contracts sur StackNet. Mais avant cela, je vais expliquer certains concepts. J'espère qu'ils seront utiles lorsqu'on veut comprendre StackNet ou la blockchain euh, de façon globale. Alors, je vais commencer par parler des adresses sur la blockchain. Et généralement, lorsqu'il faut parler d'adresse, on peut commencer par l'adresse email qui est quelque chose que nous pouvons facilement comprendre puisque c'est une technologie avec laquelle nous vivons déjà depuis beaucoup d'années. Alors, une adresse sur la blockchain, c'est simplement un identifiant qui va permettre euh, de pouvoir euh, accéder ou bien de pouvoir, si vous me permettez de me répéter, de pouvoir identifier soit une entité, soit une personne, soit un smart contract, ainsi de suite. Donc l'adresse devra permettre à ce que on puisse de façon unique arriver à identifier quelque chose sur les réseaux. Alors, en parlant des numéros de téléphone ou d'adresse mail, nous savons facilement que grâce à l'adresse mail qui est constituée par l'adresse IP ou bien le nom de domaine, plus le username d'une personne, on peut arriver à lui envoyer un email. Et c'est pareil pour la blockchain avec les adresses. Grâce à l'adresse d'une personne, on sera à mesure de lui envoyer des tokens et cette personne-là sera à mesure aussi de recevoir ces tokens, ou bien ça peut être de l'argent, ça peut être de biens, ça peut être autre chose. Et à parlant de blockchain, il y a deux types de clés, où on peut les étendre en termes d'adresse. On peut dire deux types d'adresses. Il y a ce qu'on appelle la clé publique et la clé privée. Alors ici, pourquoi il y a une clé publique et une clé privée? Parlons d'abord du cryptage. On peut parler brièvement du cryptage. Le cryptage, ça nous permet juste de pouvoir cacher certaines informations à certaines personnes qui ne sont pas autorisées à avoir ces informations. Et comme vous le savez, la blockchain est publique, donc ça veut dire si on n'a pas un mécanisme efficace de cryptage, Maurice pourra avoir peut-être de l'argent sur son compte et une autre personne sera en mesure d'utiliser ou d'usurper l'identité de Maurice ou bien de dépenser l'argent que Maurice possède sur son compte. Alors, avec la blockchain, on veut être en mesure de garder toutes les informations publiques, mais que ce soit Maurice seulement qui soit en mesure de pouvoir accéder à ces informations-là. Et je pense, je me rappelle d'une certaine discussion sur la distribution ou la décentralisation. Il y a toujours ce genre de questions. Comment est-ce qu'on fait la distribution? Comment on peut arriver pour beaucoup de développeurs, surtout back-end, ils savent qu'ils doivent sécuriser leur base de données afin que
quelqu'un ne puisse pas accéder aux mots de passe qui sont enregistrés sur la base des données. Mais la question qu'on peut se poser, étant donné que la blockchain est distribuée, comment vous allez garder les mots de passe d'utilisateur? Ça, ça peut être une question. Ou comment ne pas, disons, comment ces mots de passe-là ne seront pas exposés? Alors, il y a plusieurs techniques de cryptage qui sont utilisées et je vais en parler dans quelques minutes et qui vont vous permettre de comprendre comment une clé ou comment un mot de passe sur la blockchain va être possédé par une personne et il est difficile pour vous de pouvoir trouver cette clé-là. Alors, à part là de cryptage, je disais, on veut crypter une information et on veut que ce soit une entité qui est autorisée à décrypter cette information, soit la seule qui peut la décrypter. Alors, nous pouvons crypter un message. Il y a, si vous lisez l'histoire ou si vous lisez la théorie sur le cryptage, on va parler du cryptage de César. Il y a quelqu'un qui connaît le cryptage de César? Moi pas. Ok. Une autre personne, vous connaissez le cryptage de César? Je vais essayer de trouver un exemple. En fait, le cryptage de César, c'est parmi les cryptages les plus simples qu'on peut avoir. Ça consiste juste à déplacer certaines lettres de l'alphabet. Donc, prenons que, je vois une photo ici, prenons que on a l'alphabet qui va de A à Z et qui est constitué par 26 caractères. Alors, nous pouvons mettre un tag sur chaque caractère, disons allant de 1 jusqu'à 26. Donc, on peut supposer que la lettre A correspond à 1, B à 2, C à 3, ainsi de suite jusqu'à Z qui va correspondre à 26. Alors, avec le cryptage de César, il est possible de changer l'ordre. Disons, nous pouvons commencer par exemple A à 4, donc B sera 5, C sera 6, et ainsi de suite, Z sera probablement 26 plus 4. Et à partir de ce nombre-là qui est au-delà de 26, on peut utiliser le modulo pour rentrer à 1 ou à 0, et ainsi de suite, faire ce genre de cycle. Donc, on peut se déplacer et faire correspondre ces valeurs à d'autres choses. Alors, le mot, par exemple, prenons quel mot qui est facile à voir. Prenons le mot ZA, ZA. ZA qui de façon simple sera donc la lettre Z et A. Et on peut crypter ça comme une chaîne, par exemple 26.1. OK? Mais bon, bien sûr, là-bas aussi, il faudra se donner des principes sur le nombre de chiffres qu'on peut avoir pour chaque représentation. Alors, prenons 26.01. OK? Comme ça, on a deux chiffres pour chaque caractère représenté. Donc, 26.01, si on vous envoie ce message-là, vous comprenez que c'est ZA. Alors, si on utilise un cryptage de César et que ça devienne, par exemple, 30 et 4, là, on peut se dire, ah, ok, on a utilisé tel chiffre. Alors, il y a tous ces mécanismes-là qu'on peut utiliser pour essayer de décrypter le message que un code César a pu générer par ce cryptage simple. Et bon, on peut les complexifier, mais il y a une faille, c'est que si quelqu'un connaît votre mot de passe César, il est à mesure de décrypter votre message. S'il connaît le nombre de chiffres sur base desquels on a créé ce message, il est à mesure de décrypter le message. Alors, il y a un mécanisme de cryptage qui a été développé, je ne sais pas trop les années, mais je crois que c'est autour des années 80, qui s'appelle RSA. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce mécanisme ici de cryptage. C'est un mécanisme qui est symétrique. C'est ce qu'on appelle le cryptage, symétrique. J'espère que c'est ça.
Mais ça me surprend que Shamir est ici. Il a aussi développé des très bons algorithmes. En fait, le cryptage symétrique ici, on va avoir deux mots de passe au lieu d'un seul mot de passe. On va avoir un mot de passe public et un mot de passe privé. Donc, si je crypte une information avec mon mot de passe public, ok, le seul mot de passe qui peut décrypter ces informations-là, c'est mon mot de passe privé. Ça veut dire, ceci va nous faciliter du fait que, par exemple, Maurice va envoyer une information à Pablo. Il va demander à Pablo de lui donner son adresse publique ou bien son mot de passe public. Maurice va crypter le message de Pablo. Et bon, ça peut ressembler un peu à César, hein, ok? Mais juste le mécanisme de décryptage, ça ne va pas se passer avec le premier mot de passe, mais avec un deuxième mot de passe. C'est grâce au nombre premier et au modulo qui sont un tout petit peu avancés. Je ne peux pas entrer dans les aspects mathématiques de ces différentes théories qu'on va arriver à décrypter ce message-là. Et c'est sur base de ces algorithmes ici, de cryptage symétrique, qu'on a pu créer les adresses telles que nous les connaissons sur la blockchain. Je ne sais pas s'il y a une question. Y a-t-il une question jusqu'à ce niveau? Non, pour moi en tout cas ça va. Je n'ai pas de questions. Ok. Merci. Alors, il y a plusieurs protocoles qui se sont développés sur les adresses sur la blockchain. dont un qui s'appelle BIP32, BIP32, qui est le protocole sur la dérivation des clés hiérarchiques. Ça veut dire, on va avoir une clé bon, publique ou généralement privée, c'est surtout privé, mais ça peut s'appliquer aussi aux clés publiques. On va avoir une seule clé et on crée un algorithme qui permet à ce que, grâce à une clé, on peut générer je ne sais pas s'il faut que je l'appelle une sous-clé. On peut créer une autre clé et avec cette autre clé, on peut générer une autre clé, ainsi de suite. Donc, on peut continuer à faire une hiérarchie des clés. Donc, tu peux arriver à avoir même 50 ou 100 clés. Mais aussi, autre aspect à considérer, c'est que on va extend, donc on va obtenir la clé publique à partir de la clé privée qu'on a pu générer. Ceci va permettre à ce que je peux avoir une adresse Bitcoin ou bien une adresse Ethereum. Je peux l'utiliser une seule fois. Je génère une autre clé grâce à la même source. La source ici, ça s'appelle le seed. Donc j'ai un seul seed, mais grâce à ce seed-là, je génère plusieurs adresses. Ok? C'est ce qu'on appelle la génération déterministique. Je ne sais pas en français. Déterministique. Donc, j'ai fait d'autres générations sur base d'une seule source. La source là, on va en parler, vient de ce qu'on appelle le mnémonique, qui est défini dans le BIP39, qui est aussi un protocole Bitcoin. Donc, le mnémonique, ça sera un mot de passe constitué par 12 mots. Ok? Vous avez les 12 mots qui vont permettre de générer le seed de vos clés. Et grâce à ces 12 mots-là, on peut générer autant d'adresses qu'on veut. C'est là que vous allez trouver dans beaucoup de wallets, puisqu'on va en parler. Beaucoup de wallets sur Bitcoin ou bien sur la blockchain on va entrer juste un seul mot de passe, donc un seul mnémonique, et puis on va générer des adresses selon les réseaux sur lesquels on est. Et les réseaux, c'est simplement les réseaux de la blockchain. Donc c'est l'ensemble des machines qui rentrent sur cette blockchain. Par exemple, on a le réseau Bitcoin, on a les réseaux Ethereum, on a les réseaux Tron, on a les réseaux qui va venir. Bon, Stacknet, c'est un réseau qui va venir bientôt. Il y a plusieurs autres réseaux, Polkadot, ainsi de suite. Et donc,
avec ces technologies, ces standards, ces protocoles ici, on est en mesure de générer ces clés-là sur base de mnémonique. Je vais peut-être donner un exemple ici de mnémonique. J'espère que vous pourrez avoir ici un exemple, mais généralement, c'est 12 mots qui vont constituer votre identité sur la blockchain. Et ce qu'on va vous demander lorsque vous créez un wallet, peut-être c'est mieux que je crée un wallet. Ce qu'on va vous demander, c'est de protéger ces 12 mots. C'est de le mettre en sécurité qu'il soit le plus sécurisé possible que vous puissiez faire. Puisque si vous perdez ces 12 mots-là, vous avez perdu tous vos fonds. Et j'espère que ce n'est pas des blagues, mais il y a certaines personnes qui avaient acheté ou qui avaient acquis des bitcoins dans le passé et ils ont perdu les 12 mots-là. Donc, ils ont perdu leur mnémonique, ils n'ont plus accès à leur wallet. Donc, c'est très important de les garder vraiment en toute sécurité. Autre chose, si vous avez votre mnémonique, vos 12 mots, et que quelqu'un d'autre, vous donnez ces mots-là à quelqu'un d'autre, il a accès à tous vos wallets. Il a accès à tout votre wallet et à toutes vos adresses des autres réseaux. Donc, c'est la partie sur laquelle il faut être le plus prudent possible. À part là des adresses sur la blockchain. Je ne sais pas si c'est quoi le problème avec cet écran. Ok, c'est bon. Alors, il y a l'autre protocole qui s'appelle BIP 44, Derivation Path. Ça, c'est juste un standard qui permet à ce qu'on dérive les mots de passe. Je vous ai dit qu'on dérive selon une hiérarchie. Alors, avec le BIP 44, on essaie de standardiser comment est-ce qu'on va dériver. C'est là que chaque réseau ou chaque crypto-monnaie va avoir son code de dérivation. Je vais voir si je peux trouver quelque chose qui montre ça. Voilà peut-être la liste des paths de dérivation. Je n'ai pas encore vérifié le path de dérivation de StackNet. Il faudra que je vérifie s'ils utilisent ce protocole ici. Mais normalement, la plupart des protocoles utilisent ces standards. Donc, si vous voulez créer un wallet, aujourd'hui par exemple, vous voulez créer votre propre wallet, si vous voulez avoir une adresse Bitcoin, vous allez utiliser ce schéma ici. Si vous voulez avoir une adresse Ethereum, vous utilisez ce schéma. Ça, c'est Ripple, EOS, Binance, Tron, Cardano, Stellar, Monero, ainsi de suite. Donc, chaque réseau va utiliser son path de dérivation. Alors, généralement, Bitcoin, je pense qu'il commence par 44. Il faudra peut-être que je lise encore plus sur la théorie. Mais voilà. Donc, pour les adresses multisignatures, commence par 48, 49. Ça, c'est juste des standards de convenance. Si tu veux, tu peux créer ton réseau où tu dérives tes adresses comme tu le veux. Mais ça, ce sont des standards qui permettent
la compatibilité entre les différents wallets. C'est pour ça que je peux me connecter sur la blockchain à travers Trust Wallet ou à travers MetaMask ou à travers un autre wallet. Et c'est tout ça qui va constituer maintenant la compatibilité entre les différents outils qu'on utilise. Alors, parlons des wallets. On a parlé des adresses. Maintenant, où sont conservées ces adresses ici? Où est-ce qu'on conserve les clés privées? Alors, les clés privées sont conservées dans ce qu'on appelle les wallets. C'est juste un petit logiciel qui va garder pour toi ta clé privée. Ok? C'est un peu comme... Bon, si on prend le web, si on prend le web avec tous les serveurs qui sont sur le web, on peut prendre le navigateur, par exemple. On peut considérer que le navigateur, c'est le wallet pour le web. Le web, c'est un réseau qui est sur Internet. Et maintenant, pour accéder aux informations qui sont sur le web, on passe à travers le navigateur. Et donc, pour accéder aux informations qui sont sur la blockchain, globalement, on va utiliser son wallet. Autre chose, je vous ai parlé du cryptage. Le wallet va permettre de signer des transactions. Par exemple, lorsque je vais envoyer de l'argent à Maurice à travers la blockchain, comme son compte n'est pas sur la blockchain, mais son compte, c'est juste sa clé de cryptage, donc la clé privée de Maurice, je vais lui demander sa clé publique. Pour lui envoyer de l'argent, je vais crypter l'information, je vais générer la signature de la transaction grâce à l'adresse publique de Maurice. Et maintenant, son wallet, quand il va lire la transaction sur la blockchain, il va décrypter cette transaction-là grâce à sa clé privée. Voilà un peu comment le mécanisme fonctionne. Alors, quelques wallets sur les Layer 1. On a par exemple le MetaMask qui est le wallet le plus utilisé. Vous tous, vous avez au MetaMask? Moi, j'ai l'argent, en fait. Ah, ok. Argent, ok, on va parler d'argent. Argent, c'est sur le Layer 2. Mais je vous conseille vivement de pouvoir installer MetaMask. C'est sur Ethereum. MetaMask. C'est le wallet le plus utilisé d'ailleurs au monde, je pense. Voilà. Donc c'est ce petit wallet. Et puis vous pouvez l'installer comme extension sur Google Chrome. Un peu comme Argent ou bien comme Bravos, ainsi de suite. Donc il y a MetaMask qui est vraiment le plus utilisé sur Ethereum surtout. Même Bitcoin, vous pouvez aussi faire des transactions. Et puis, toutes les cryptos pratiquement peuvent être utilisées. Polygon, ainsi de suite. Ça peut être utilisé grâce à MetaMask. Donc avec MetaMask, vous avez accès à votre argent, donc à vos crypto-monnaies, mais aussi aux NFT que vous avez achetés ou aux autres tokens dont vous disposez sur la blockchain. C'est un peu comme un navigateur pour vous sur la blockchain. Bon, je ne vais pas entrer beaucoup dans le détail, mais comprenez cela de cette manière. Alors, il y a, à part MetaMask, il y a Trust Wallet, qui est l'aide wallet qui est le plus utilisé sur les téléphones. Donc, si vous voulez avoir un wallet parmi les plus utilisés sur les téléphones, c'est Trust Wallet. Moi-même, j'utilise ça. Il y a aussi Coinbase Wallet, qui est de Coinbase. Les principes sont pratiquement les mêmes. C'est vos clés, le mnémonique qu'il faut garder jalousement, ne pas les divulguer à quelqu'un. Et voilà, vous avez accès à vos fonds, à tout ce qu'il faut. Vous pouvez envoyer de l'argent à quelqu'un grâce à ce wallet. Parlons maintenant des comptes sur Stacknet. J'espère que vous avez retenu quelque chose sur les comptes sur le Layer 1. Salut Ida. Voilà, j'espère.
Voilà, bonsoir. J'espère que vous avez retenu quelque chose sur les comptes sur Layer One, notamment les clés publiques, clés privées. Alors, on va parler des comptes sur StackNet. Les comptes sur StackNet sont un tout petit peu différents des comptes sur les Layer One. À la base, les mécanismes sont presque les mêmes. Donc, on va dériver les clés, on va utiliser les mnémoniques, les seed phrases, ainsi de suite. Mais un aspect qu'on va ajouter sur StackNet, c'est ce qu'on appelle account abstraction ou abstraction des comptes. À part là de abstraction des comptes, c'est déléguer en fait certaines des capacités ou de l'autorité que vous avez sur votre compte et de le donner à la blockchain grâce à un smart contract. Et du coup, toutes les adresses qui sont sur StackNet sont des smart contracts, contrairement à Ethereum ou à beaucoup d'autres blockchains. Alors, j'ai mis ici, oh là là, pourquoi ça plante? J'ai mis ici le ERC 4337. Je ne sais pas si vous connaissez le ERC, mais un ERC, c'est un peu comme le... Pour ceux qui s'y connaissent dans l'histoire de l'Internet, il y a ce qu'on appelle les RFC. Les RFC, c'est du texte qui permet de définir des protocoles ou des mécanismes qui se permettent de se mettre d'accord sur Internet. C'est ce qu'on appelle les RFC. Et ces RFC-là définissent tout. Si vous pouvez lire un RFC sur le HTTP, et généralement, les RFC sont indépendants des langages de programmation. Les RFC, c'est juste du texte qui explique ce qu'une technologie fait sans, sans entrer dans les détails techniques de l'implémentation. Je peux vous donner un exemple. RFC HTTP, c'est le RFC 2616. Alors, voici le texte de ces RFC. Ça spécifie tout ce qui s'est fait sur HTTP, le protocole du web. Donc, comment le web fonctionne, tout ça c'est défini dans ce document. Donc, vous pouvez lire ce document et créer votre serveur web dans n'importe quel langage de programmation. Mais pour que votre serveur soit compatible avec tous les autres serveurs qui fonctionnent sur le web, il faudrait qu'il soit compatible avec ces documents ici. C'est ce qu'on appelle les RFC. Alors, les ERC, c'est pour Ethereum. OK? Donc, si vous voyez les ERC20, par exemple, c'est le protocole qui définit les crypto-monnaies sur Ethereum. Et c'est le protocole qui est parmi les plus utilisés. Presque toutes les cryptos qui sont créées sur Ethereum sont créées grâce à ce protocole ici. Et lorsque tu crées une crypto, on va te demander d'y associer un nom, un symbole, le nombre de décimaux, les supply total pour ta crypto, les comptes des gens, les balances de tes différents, si je peux les appeler, de tes différents utilisateurs, une fonction qui permet de transférer de l'argent ou de transférer à partir de quelqu'un ou d'approuver une transaction, ainsi de suite. Donc ça, c'est le protocole qui va définir ces mécanismes. Il y a le protocole, un autre protocole qui est connu, c'est 721, qui est la définition de NFT, Non-Fungible Token. Donc si tu veux faire un NFT, il faudrait qu'il soit conforme à ces protocoles ici. Alors, le protocole là qui est dans la présentation, c'est 4337, je pense. C'est le protocole qui définit l'account abstraction, donc abstraction des comptes. Ceci va permettre en fait de nouveaux cas d'utilisation. Je vous ai dit, avec ce protocole ici, Bitcoin, les BIP, si vous perdez les 12 mots, les 12 clés, les mnémoniques de votre compte, vous perdez vos fonds et vous n'aurez pas la possibilité de pouvoir les récupérer. J'ai parlé
de ces différents protocoles. Alors sur Stacknet, par défaut, tous les comptes sont des smart contracts. Donc ils utilisent en fait ce ERC4337 qui peut permettre de signer des transactions, d'autoriser certaines actions, ainsi de suite sur la blockchain. Alors ceci va permettre d'améliorer l'expérience d'utilisation de la blockchain, puisque lorsqu'on travaille sur la blockchain, chaque fois qu'on veut enregistrer une information, il faut approuver. Je pense, la dernière fois dont on avait parlé des gaz fees ou des fonds d'exécution ou disons, c'est les fonds ou les frais d'exécution des transactions sur la blockchain. Et globalement, pour enregistrer quelque chose sur la blockchain, il faut approuver, ok? Et cela détériore l'expérience d'utilisation de la blockchain. Lorsque on est en train de travailler, imaginez vous faites un jeu vidéo ou peut-être lorsqu'on atteint tel niveau, il faut générer un NFT ou bien il faut recevoir de l'argent ou il faut recevoir un token quelque part. Maintenant, si l'utilisateur était en train de jouer et qu'il arrive à un niveau, on va lui demander d'ouvrir MetaMask pour accepter on va lui demander d'ouvrir son wallet pour accepter peut-être le NFT qu'il a gagné ou quelque chose. Et cela peut être gênant pour les utilisateurs. Alors, avec ces RC4337, ça sera maintenant possible de déléguer en fait l'acceptation, par exemple, de tout cela pendant une session de jeu. Vous pouvez dire tout ce qui va se passer. Je mets, par exemple, autant de tokens en termes de gas fee. Si c'est en dessous de ces montants-là, on peut accepter cette transaction sans que je puisse quitter les jeux. Et je peux déléguer ça à un smart contract. Et avec l'abstraction de votre compte, ça sera possible de pouvoir le faire. Voilà, donc j'ai parlé de ceci et une meilleure expérience d'utilisation. Alors, on va parler maintenant des wallets de Layer 2, de Stacknet. Peut-être faut que j'ajoute ça. Vous avez dit, il y en a qui ont déjà installé ArgentX. ArgentX, c'est un wallet de Stacknet. Donc, il supporte l'abstraction des comptes. Même si le processus, à la base, vous allez voir qu'il est semblable au processus de MetaMask, de Layer 1. Mais à l'intérieur, il supporte le... Je sais pas pourquoi j'ai des problèmes avec mon écran. Chaque fois que je... C'était noir, je pense. Oui, c'était noir. Oh. Bon, ok. Je pense que je vais laisser comme ça. Puisqu'à chaque fois que je change, l'écran devient noir. Voilà. Donc, il y a ArgentX. Je vais ouvrir ça quelque part. ArgentX, il dispose également d'une extension Chrome que vous pouvez installer sur votre machine. Et je ne sais pas s'ils ont déjà une application mobile, mais ceux qui l'ont, c'est Bravos. Oh, c'est avec deux A, pas avec deux O. J'ai toujours l'habitude de confondre. Donc, ce wallet ici est déjà disponible sur téléphone, mais également, ils ont l'extension Chrome Firefox. Vous voyez ici, and more, c'est qu'ils ont d'autres. Voilà, et Edge. Alors, je crois que ce qui est mieux pour moi, c'est de désinstaller Argent pour montrer comment ça peut être configuré.
Donc, c'est tout à fait simple. C'est un peu comme MetaMask, la configuration de base. La seule différence avec MetaMask, ça sera au niveau du déploiement. Donc, après avoir généré les mnémoniques, après avoir généré la clé privée, vous allez cliquer sur déployer les smart contracts qui est lié à votre compte. Ah. Chrome. Donc pour l'installer, c'est juste cliquer là et l'installation va commencer. Ça va télécharger, c'est 4 mégas. Et voilà, c'est installé sur ma machine. Alors ici, j'ai deux possibilités. Soit je restaure un compte qui existe déjà, soit je crée un nouveau wallet. Donc pour cet exercice, je vais créer un nouveau wallet. Il y a certaines informations, on me dit de bien conserver les mnémoniques ou le mot de passe. I understand, tout ça. Voilà. Alors, ici, on me demande d'entrer un mot de passe. Il ne faut pas confondre ce mot de passe avec le mnémonique. Ça, c'est juste un mot de passe d'accès. À chaque fois que je vais utiliser le wallet, on va me demander d'entrer ces mots de passe. Mais ce mot de passe n'est en aucun cas lié à votre mnémonique. C'est juste lorsque vous utilisez votre wallet que vous allez utiliser ce mot de passe. Je vais juste mettre un mot de passe simple. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Là, j'ai créé mon wallet. Je vais le pin ici pour que ça soit visible ici. Alors, il a créé mon mnémonique. Il ne faut pas oublier de le copier, puisque si vous vous arrêtez à l'étape là, il y a une possibilité que vous puissiez perdre vos fonds si on désinstalle l'application. Donc, on va cliquer là sur Show Recovery Phrase. I understand. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Oh là là, j'ai fermé par mégarde. Je vais aller dans Settings. Ensuite, je clique sur Account. Ici, il y a Export Private Key. J'entre mon... Ok, ça c'est la clé, ça c'est ma clé privée. Bon, je vais l'enregistrer quelque part. Mais le plus important, c'est le mnémonique. Je ne sais pas si c'est dans quelle option. Ah, c'est tout simplement ici, Recovery Phrase. Ok? Donc, vous allez sur Settings, ici. Et puis, Recovery Phrase. Vous entrez votre mot de passe. Et puis là, j'ai ces 12 mots qui représentent mon compte. Donc ça, je vais copier. Je vous mets ça par exemple dans les chats. Si vous restaurez ce compte ici dans Argent X, vous aurez accès à tout ce que j'ai ici. Vous aurez accès à tout ça. Alors, je voulais faire une petite virgule sur ce qu'on écrit ici, mainnet. Le mainnet, en fait, c'est le réseau qu'on va utiliser pour la blockchain. Le mainnet, c'est le réseau principal où si vous avez des fonds
sur le mainnet, c'est des vrais fonds. Tandis que les testnets, ça, c'est un réseau de tests où vous pouvez acquérir certains fonds, mais qui ne représentent aucune valeur sur le marché. OK? C'est ça la différence entre le mainnet et le testnet. Et il y a même le localhost qui peut vous permettre de simuler des choses localement. Mais vous voyez, c'est en rouge, donc il n'y a pas un serveur local qui est en train de fonctionner. Il faudra peut-être configurer un serveur avec HardHat ou bien d'autres outils pour pouvoir tester localement. Alors, je vais sur le testnet et puis je clique sur Create Account. Standard Account. J'utilise la même clé ici. Et là, j'ai un compte sur le testnet. Voilà, je vais parler de la création du compte maintenant pour nous les développeurs dans la console. On va utiliser la technologie de OpenZeppelin. OpenZeppelin, c'est une des grandes boîtes qui fait l'audit des smart contracts, mais aussi qui développe en tout cas beaucoup de smart contracts. Je vous ai parlé de ERC20 ou ERC721, c'est des standards. Alors, comme les standards là sont semblables en fait, il y a des entreprises comme OpenZeppelin qui fait des smart contracts ERC20 et qui vont vous laisser juste certains paramètres que vous pouvez ajouter au lieu que vous puissiez créer un smart contract from scratch, donc à partir de zéro. Vous allez utiliser un smart contract que OpenZeppelin a créé et puis vous allez juste y ajouter par exemple le nom de votre crypto si vous voulez créer une crypto-monnaie ou le nom de votre plateforme de NFT si vous voulez travailler sur les NFT, ainsi de suite. Donc, il développe plusieurs smart contracts. Et pour les comptes, on va utiliser aussi un compte qui est basé sur leur technologie. Alors, vous avez dit que vous avez déjà configuré correctement StackNet. Et pour créer un compte, c'est facile sur votre ordinateur. Bon, nous l'avons déjà fait. OK, ça c'est pour les utilisateurs. Pour tout le monde, déjà utilise ceci. Mais pour nous, comme nous allons déployer des smart contracts à partir de notre console, nous allons créer des comptes de cette manière ici par cette commande StackNet New Account et puis vous mettez le nom du compte. Bon, faites en sorte que ce nom ici soit le plus court possible. Si vous pouvez créer rapidement, ben faites en sorte que ce nom-là soit court. Hein. Par exemple, StackNet New Account. Maurice. Mais il y a aussi ceux qui préfèrent utiliser le nom de version de StackNet qu'ils utilisent. Donc si vous faites puisque à certains moments on peut vous demander des mises à jour, de faire la mise à jour des comptes. Comme je vous ai dit, les comptes sur StackNet, ce sont des smart contracts. Ne vous étonnez pas quand on vous dit qu'il faudra mettre à jour ce compte. Voilà, ça c'est 0.12. Donc je peux dire StackNet New Account. Hein? New Account. Par exemple V0.12.0. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme message? Je crois ici il faut que je mette des tirets.
pas pourquoi il y a ce problème. Qu'est-ce que vous obtenez comme message chez vous? Chez moi, ça, je l'avais installé sur une machine virtuelle, puis je sais pas que c'est pour le moment. Comment? Je l'avais installé sur une machine virtuelle. Ah, Et je ok. pense. Une autre personne? Moi, je viens à peine d'arriver. Je suis encore. Oui, ça va, c'est pas grave. Oui. Ok, merci. Ok, c'est pas grave. Bon, je vais essayer, ok. On va créer un compte qui s'appelle Maurice. Account. Je sais pas si vous voyez, mais la commande c'est tout simplement StackNet New Account et puis le nom du compte. Par exemple Maurice. Ah, je sais pas pourquoi j'ai un problème ici au niveau de cette console. Pourtant ailleurs ça marche correctement. Bon, je vais devoir vérifier, mais entre-temps je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc StackNet New Account Maurice. Voilà. Donc ça c'est le compte que je viens de créer en fait. Tout simplement par cette commande. Et vous voyez l'adresse est là. Et la clé publique. Et je peux déployer cette adresse. Mais si je vais essayer de déployer cette adresse, ça ne va pas accepter. Donc deploy account Maurice. On va probablement me dire que j'ai pas assez d'argent sur le compte. Voilà. J'ai pas de insufficient balance. Ok? Alors, ce problème, en fait, il est tout à fait normal puisque c'est sur ce compte ici que je vais créer, il n'y a pas d'argent. Alors, comment y mettre maintenant de l'argent pour les tests? N'oubliez pas que j'utilise les serveurs des tests. Lorsqu'on avait configuré, vous souvenez du fichier ZHRC. Je peux afficher le mien. Ah ouais. Ici, on a configuré ici export StackNet Network Alpha Goerli. Goerli, en fait, c'est un réseau de tests. OK? Mais si on était sur le mainnet, on pourrait dire network égale mainnet. Donc, les fonds qu'on va utiliser pour le test, lorsqu'on est en train de coder, ce n'est pas des vrais fonds. C'est de l'argent juste des tests. Alors, pour avoir cet argent, vous allez sur Google ou chercher Faucet. Vous pouvez dire Faucet Goerli. Ajouter StackNet. Faucet Goerli StackNet. Vous mettez le nom du réseau. Je mets ça dans les chats. Vous mettez le nom du réseau. Faucet Goerli sur StackNet. Puisqu'il y en a beaucoup de Goerli. Il y en a pour Ethereum, il y en a pour, j'imagine pour Polygon, il y en a. Bon, mais Polygon a ses réseaux de tests. Il y en a probablement pour, quel autre réseau? Cardano, bon, je ne sais pas trop, mais il faudra vérifier. Alors, le premier lien ici, faucet.goerli,
.stacknet.io, c'est le lien pour le faucet. Donc, cette petite plateforme ou cette petite application va nous permettre d'avoir des fonds gratuitement. C'est juste quelques Ethereum de test qu'on peut utiliser. Donc, je reviens ici, je copie l'adresse de mon compte. OK? Account address, vous copiez ça. Vous mettez ici. Je ne sais pas pourquoi ça n'ouvre pas rapidement. Ah, le temps est presque épuisé. OK, on colle ici l'adresse rapidement. I'm not a robot. Et puis send request. Voilà. Là, il y a une transaction. Si je clique ici sur cette transaction, je vais la voir sur StackScan. StackScan, en fait, c'est un explorateur de blocs sur StackNet. Donc, je peux voir tous les blocs, toutes les transactions. Je pense, les jours qu'on avait parlé d'Ethereum, on avait parlé de EtherScan. EtherScan, qui permet de voir toutes les EtherScan plutôt. Toutes les transactions se passent sur Ethereum, vous pouvez les visualiser ici. Pour StackNet, c'est StackScan. Il y a aussi Voyager qui permet aussi de faire cette visualisation. Je vais refresh cette page qui contient la transaction. Vous pouvez aussi la visualiser de l'autre côté. Voilà. Bon, StackNet est devenu très rapide depuis presque un mois ou deux. Avant, ça prenait 5 minutes, 4 minutes, mais là, la transaction est déjà faite. Donc ici, je peux essayer de redéployer le compte. Donc, je fais StackNet Deploy Account Maurice. Et normalement, le déploiement va se faire correctement. Ah, on me dit que ce compte est déjà déployé. Ok, c'est bien. C'est bon. Alors, je vais vérifier le solde que j'ai sur ce compte. Donc, je peux copier cette adresse du compte. Et je viens de la recherche. Ah, not found. Si c'est not found, alors ça signifie que il y a, donc le déploiement est encore en cours de ces comptes ici. Ok. Je vais revenir là-bas, peut-être pour faire vite. On a parlé du faucet pour avoir de l'argent. J'ai parlé de cette configuration ici. Et voilà. Je pense, bon, comme on a épuisé le temps, j'aurais voulu qu'on puisse compiler smart contract et qu'on puisse les déployer, mais je crois qu'on peut le faire le week-end prochain. Je vais prendre quelques questions s'il y en a, à partir des adresses, comment ça fonctionne, les différents protocoles. Et voilà, si vous avez autres questions, je peux les prendre pendant peut-être les 5 prochaines minutes, puis on va clore cet appel. Bon, moi, j'aimerais juste savoir Mhm. si il y a une possibilité d'avoir, vous voyez, le temps de simuler en suivant le cours en même temps, c'est un peu lourd. Si ça peut être possible d'avoir les versions de cours, ou soit vous disponibilisez les cours sur YouTube, je ne sais pas. Ok. Ça c'est une bonne question. La dernière fois, on a essayé d'enregistrer l'appel, on n'a pas pu enregistrer. Je ne suis pas très fort en Google Meet, mais on n'a pas pu enregistrer l'appel. Pour aujourd'hui aussi, je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas accès à l'enregistrement de l'appel. Je ne sais pas c'est quoi la raison, mais
je suis pas en mesure d'enregistrer l'appel. Néanmoins, je partage la présentation. Je sais qu'elle n'est pas assez explicite, mais voilà, on fait comme on peut. Dès qu'on aura la possibilité d'enregistrer les différentes leçons, on va les rendre disponibles sur YouTube. Ok, merci. Si D'accord. déjà le partage est fait avec ça, on peut faire quelque chose avec ça. Oui, Merci oui, oui, beaucoup. effectivement. Mais n'oubliez pas, s'il y a des Mm, questions ou des mm. préoccupations, posez-les sur le groupe Telegram ou sur Twitter ou sur Stack Overflow. On pourra répondre dans la mesure du possible. N'attendez Ok. pas seulement le week-end. Vous pouvez toujours poser des questions, on les voit et puis on peut répondre. N'hésitez pas en tout cas. Merci. D'accord. Y a-t-il d'autres questions? Moi, de mon côté, je voulais que tu reviennes un peu sur la partie de l'abstraction des comptes. Oui, Je vois que j'ai loupé quelque chose. D'accord. oui. T'as dit, comment ça fonctionne par rapport à la différence entre ce genre de compte et le compte classique comme sur les layer 1? Ok. Un compte classique, comment il fonctionne? Le compte classique, en fait, est constitué par deux adresses, une adresse publique et une adresse privée. Et lorsque vous utilisez la blockchain, vous utilisez seulement, je peux dire, vous utilisez seulement le wallet. Donc, pour effectuer une transaction, vous devez accéder au wallet. Pour voir le contenu d'une transaction, vous utilisez le wallet. Avec l'abstraction du compte, on va créer un smart contract qui fait office de votre wallet pour certaines opérations. De façon que je peux exécuter certaines opérations sur mon compte sans accéder à mon wallet. Genre une virtualisation temporaire. Une sorte, une sorte de virtualisation d'un wallet qui est sur le téléphone. Maintenant, les smart contracts là, qui fait abstraction de votre compte peut être modifié ou peut avoir certains mécanismes, par exemple, de sécurité. Vous pouvez y définir le fait que, par exemple, pour qu'une transaction soit validée, il faut qu'elle passe par deux personnes. Donc, au lieu que ce soit seulement votre compte, il faut que deux personnes approuvent avant d'effectuer une transaction. Ou bien, vous pouvez approuver que pour des petites transactions, j'accepte que ça puisse chaque fois se faire de façon automatique. Ou je veux une certaine action de façon automatique directement sur la blockchain, pas forcément sur le wallet. Le wallet qui est sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Ok. Oui. Alors, comment il est lié alors au wallet normal? Alors, les vrais wallets, quoi. Oui, comment c'est lié? À la base, je dirais que c'est le wallet physique ou le wallet qui est sur votre téléphone ou sur votre ordinateur qui donne ces droits-là. C'est ça, c'est ce que je peux appeler la liaison. Donc, les droits là qu'on donne à ces smart contracts vont venir d'une signature qui est générée à la base sur votre wallet qui est qui n'est pas sur la blockchain, qui n'est pas un smart contract. Puisque si ce compte-là peut être créé par n'importe qui et pouvoir signer vos propres transactions, sinon ça ne sera pas correct. Donc c'est vous qui allez approuver, ok, qui allez donner à ces smart contracts-là le droit de fonctionner sur certaines transactions d'une certaine façon ou d'une autre sur la blockchain. Ok. Je vais essayer encore de lire un peu dessus là. Je crois que c'est intéressant comme sujet. Oui. Euh,
Y a-t-il d'autres questions? L'autre fois, quand on avait installé Starknet, Oui. euh, je voulais essayer avec la version 3.11 de Python. Mhm. Oui, 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 je me rappelle de cette question-là. C'est moi qui l'avais posée. Pour 3.9 et 3.11. Comment ça s'est passé? Où, en fait, il arrive, tu vois, la deuxième commande, là où il fallait ramener les curls avec le pack run, j'essaie de les bloquer. Mais bon, je vais faire un retour sur ça peut-être après. Donc, c'est ce qui t'a amené à l'installer dans l'environnement virtuel. Ouais. J'ai une machine sur le cloud, alors elle est un peu plus puissante qu'une machine physique. Alors, j'utilise des problèmes comme ça. Oh, ça c'est quand même quelque chose. Je vais également essayer d'installer Python 3.11 et de voir comment ça va se comporter. Comme ça, je pourrais poser la question. Aussi, tu peux déposer ta question, par exemple, sur quoi? Sur Stack Overflow. Et tu mets le tag, ou bien soit sur GitHub, soit sur Stack Overflow, les comptes officiels de Stacknet ou Stackware. Comme ça, on peut avoir une discussion avec d'autres personnes sur ça. Ou soit dans les groupes, je ne sais pas si vous êtes dans le, voyons, sur Discord. Est-ce que vous avez accès? Peut-être qu'il faudra partager ces liens ici, que vous puissiez poser des questions. Mais allez, GitHub, Discord, Stack Overflow, poser des questions. Comme ça, les autres, ou moi, je peux répondre. Si je peux, si je les peux. Ok. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais avant de finir, je voulais rappeler le lien. Il y a un lien que j'ai partagé sur Telegram qui contient un lien vers l'inscription pour la nouvelle cohorte du Basecamp de Stacknet qui va commencer au mois de septembre. Donc, je vous invite, pour ceux qui sont intéressés à apprendre plus sur Stacknet, de s'inscrire. Mais je veux mentionner que la plupart des formations, c'est en anglais. Donc, il faudra avoir une certaine connaissance de l'anglais pour pouvoir y participer. Je pense que c'est gratuit. Je ne sais pas leurs conditions. Je n'ai pas demandé. Peut-être faudra que je demande. Mais il faut juste apply. Et puis, voilà. C'est 5 semaines. De 2 heures chaque semaine. Donc, les cours, c'était souvent le mercredi. J'espère que ça sera le mercredi. Ça commence le 6 septembre pour 5 semaines de Basecamp ou de Bootcamp sur Stacknet. Je vous encourage vivement à pouvoir y participer. Et puis, avec ces différents talks qu'on est en train d'avoir, ça va vous préparer en tout cas à pouvoir y participer. Voilà. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire. Je vous salue, cher Eliel. Salut Espoir, ça va? Oui, ça va très bien. Et vous allez m'excuser, depuis que je suis dans les groupes Telegram, je n'ai jamais réagi ou participé à quelconque activité, mais et comprenez que les journées étaient bien remplies avec ces affaires ici d'élection et de députation. Maintenant, tu postules ou à quoi? mon dernier, ah oui, à mon dernier meet-up ici en virtuel, oui. En tout cas, c'est beaucoup hyper intéressant. Mais si vous permettez, demain, vers les premières heures, vous permettez que je pose maintenant des questions parce que ce
ça va être beaucoup de questions là. Et puis, une fois je le faisais, c'était en voix. Et du coup, je veux qu'on donne le débit et juste la fin. Et c'est là que je ne comprends pas. Chaque fois, je vais te revenir. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais répondre comme je peux. Mais il y a une forte communauté sur Telegram. On va tous répondre à toutes ces questions. En tout cas, ça sera un plaisir d'échanger sur ça demain. Donc, n'hésitez pas en tout cas. Ce sera un plaisir. D'accord. Ça va. D'accord, Eliane. Je vous salue chez tous aussi. Ida, Maurice et Pablo. Très bien. Et ça, Voilà. Merci. Merci beaucoup. Oui, Ida, tu parlais? Je voulais avoir de précisions par rapport à la cohorte dont tu viens de nous parler. Mhm. Donc, il faut seulement avoir connaissance en anglais. Oui. Connaissance en anglais. Moi, je ne pense pas qu'il y ait d'autres, comment on appelle ça? Prerequisite, c'est quoi? Prérequis. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres prérequis à part l'anglais, à part la connaissance de la programmation, la base de la programmation, puisque ça s'adresse aux développeurs. Donc, on enseigne le Cairo, le langage Cairo, et puis l'architecture de StackNet. Et pour nous, c'était en avril. Donc, c'était mon deuxième bootcamp StackNet. Mon premier, c'était l'année passée en septembre ou octobre. Là, c'était pas chez Stackware, c'était chez Encode. Et là, on payait. Mais sur les Basecamp, comme celui-ci, c'est gratuit en fait. C'est c'est une semaine et demie ou 2 mois. Non, 2 mois et demi ou 2 mois, je ne sais plus, 5 semaines. Et non, c'est 1 mois et demi d'ailleurs. C'est 1 mois et demi. C'est en tout cas intéressant. On apprend beaucoup de choses, mais aussi surtout on network avec d'autres personnes, d'autres étudiants ou d'autres enseignants. Et c'est quand même intéressant. À la fin, on nous a donné des mentors, ce qui nous permet encore de nous développer encore un peu plus. Donc, je vous encourage à pouvoir y participer. C'est quand même 2 heures par semaine. Le mercredi, aux heures de Goma, généralement, on commençait vers... est-ce que c'était 17h à 19h ou 18h à 20h? Non, je crois que c'était 17h à 19h juste. Donc, voilà un peu. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite un agréable week-end. On se revoit la semaine prochaine. Merci, pareillement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ida, je dois faire Ida. Qu'est-ce que tu veux faire avec moi? On doit faire les business ensemble, dit. Voyons.